Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un début de série et aujourd'hui on va parler du devoir. C'est notre première notion sur les 17 notions de philosophie qu'on va apprendre cette année et aujourd'hui le 2. Donc c'est parti. Donc pour commencer le devoir, il faut d'abord parler du repère philosophique contrainte-obligation. Peut-être bien le repère philosophique le plus important de l'année. Donc je préfère l'aborder directement comme ça, et on le verra également en dernier épisode. Donc obligation, c'est une limite imposée à notre volonté. Cependant, on a le choix ou la capacité de passer à travers cette limite, par exemple la morale. Alors que la contrainte, c'est une limite imposée à notre pourvoir. Nous n'avons pas la capacité ni le choix de ne pas la faire, comme par exemple la contrainte, ça peut être la gravité. Donc maintenant, dans cette série, on va également voir toutes les définitions au fur et à mesure. Donc première définition à connaître, ce qui est la morale. Donc la morale peut être définie comme un ensemble de valeurs permettant d'émettre des jugements concernant des actes et des pensées qui sont morales ou qui sont conformes à ces valeurs. Ce qui est immoral est ce qui va à l'encontre des valeurs. Donc l'action morale fait le bien et l'action immorale fait le mal. Par exemple, on peut s'inspirer des 10 commandements qui va parler de ce qui est bien et ce qui est mal. Ensuite, l'essentialisme, c'est lorsqu'on passe de l'essence à l'existence. Par exemple, un stylo va être créé avant d'être produit. Le destin et la religion sont essentialistes. Cela signifie que si nous naissons avant notre essence, nous sommes déterminés et donc nous avons de liberté, puisqu'on sait exactement ce qui va nous arriver. C'est le destin. Au contraire, nous avons l'existentialisme. Donc là, c'est quand l'on passe de l'existence à l'essence. En gros, on est comme une page blanche. Et c'est nous qui allons faire notre propre choix de ce que nous allons devenir. Nous sommes responsables de ce que nous sommes. L'improvisation, c'est quand l'existence se passe en même temps que l'essence. Donc l'improvisation, c'est le mélange entre les deux. D'autres définitions à connaître, très important, le devoir. C'est une obligation de l'attention morale. Ensuite, on peut également retrouver dans les livres Ibid, ce qui veut dire qu'on va reprendre le dernier titre qu'on a utilisé. La mauvaise foi, c'est un mensonge à soi-même, donc c'est une erreur de la morale qui enlève la liberté de l'engagement. La conscience morale, c'est la faculté de juger de nos actions, qu'elles soient bien ou mal. Exister, c'est notre manifestation dans le monde, alors que être, c'est disposer d'une certaine essence. Ensuite, il y a également l'angoisse, qui est un sentiment de responsabilité à connaître. Maintenant, quelques citations à voir sur cette notion. Donc, tout d'abord, une citation qu'on doit à Aristote. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps, un seul acte ne fait pas la vertu. La vertu, c'est faire preuve d'une grande moralité. Une personne faisant la vertu, c'est un sage pour les Grecs ou un chevalier pour le Moyen-Âge. On parle de l'idéal de constance et des répétitions de vertu. En gros, c'est un travail moral sans relâche. Ensuite, une morale qu'on doit à Kant, agit de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle. Donc on érige cette maxime d'action en loi universelle. Donc en gros, la maxime devient loi. On peut se demander que devient la maxime d'action quand on devient loi. On verra sur le chapitre sur la raison, qui est l'impératif catégorique. Donc si cette loi qui est universelle est morale, alors elle devient universelle, et si elle est immorale, elle est illogique, donc elle n'est pas universelle. Par exemple, si tout le monde vole, il n'y a plus d'affaires à nous-mêmes, donc en fait c'est pas logique, donc c'est pas moral. Donc en fait c'est un moyen finalement, mais ça on le reverra, c'est dans le chapitre de la raison. La morale n'est donc pas à proprement parler la doctrine qui nous enseigne comment nous devons nous rendre heureux, mais comment nous devons nous rendre dignes du bonheur. Donc là, c'est une autre citation qu'on doit à Kant. Si on dit que le bien mène au bonheur, la morale est intéressée à la récompense et ne mène pas à ce que l'on souhaite, puisque l'objectif, c'est le bonheur. Il faut donc que la morale soit désintéressée. Cela la rendrait digne et ce serait juste. Il n'y a rien de pire que les personnes qui font leur BA, c'est-à-dire leurs bonnes actions, en se disant « Oui, c'est bon, j'ai fait ma bonne action, je peux faire plein de trucs de mauvais, maintenant j'ai fait ma bonne action ». Donc maintenant, quelques références à connaître sur le chapitre du devoir. Donc tout d'abord, Jean-Paul Sartre, dans L'existentialisme est un humanisme, articule l'ontologie humaine à travers ces deux temps, être et exister. Donc être, c'est disposer d'une certaine essence, je le rappelle, et exister, c'est notre manifestation dans le monde. Il va également exposer la loi du dépassement, donc la capacité de faire ses propres choix.
Il insiste sur le fait que les signes sont soumis à une interprétation subjective et reflètent notre liberté. Il va prendre l'exemple d'un élève qui est confronté à un dilemme. En fait, c'est un exemple qu'il a vécu, hein. Donc, il doit choisir entre aider sa mère ou s'engager dans l'armée. La morale chrétienne va dire « aime ton prochain », tandis que la morale kantienne va exiger de traiter autrui comme une fin, non comme un moyen. Donc les deux choix relèvent d'une décision personnelle à un acte de dépassement. En somme, Sartre va refuser de conseiller son élève en estimant que il va chercher une excuse pour dire « ah, c'est Sartre qui l'a dit, donc c'est Sartre qui l'a dit ». Donc en fait, il se disait « oui, l'élève il fait une sorte de mauvaise foi ». Ensuite, Nietzsche, dans Le crépuscule des idoles, va penser que la morale rend l'homme malade de lui-même. L'origine religieuse de la morale est teintée d'une histoire violente, construite de châtiments et de récompenses. La morale est avant tout un dressage d'après Nietzsche. Les valeurs inculquées par la religion chrétienne s'opposent constamment à nos instincts naturels. Ce n'est pas pour l'homme un bien, là où on pensait que la morale est une évaluation vis-à-vis de la bête. Il s'agit en réalité d'un affaiblissement de l'être humain. Ce texte est polémique, d'ailleurs, faut le noter. Ensuite, dans son livre La généalogie de la morale, toujours de Nietzsche, il va s'intéresser à l'histoire des mots bien et mal. Le bien vient du terme bon, et le mal vient du terme mauvais de l'époque. Le bon vient du noble, donc c'est un intellectuel et physique, avec une bonne économie, alors que le mauvais vient du peuple, qui est faible intellectuellement et physiquement, avec une mauvaise économie. Mais c'est l'inverse du point de vue du peuple. Il y a donc eu une transformation des distinctions sociales en distinctions morales. En gros, les nobles vont devenir mauvais et le peuple va devenir bon. Le grand changement pour Nietzsche est l'apparition de la religion chrétienne. Cette phrase est primordiale, ce qui est immanent est devenu donc très transcendant. Ensuite, on peut également s'intéresser au discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau. Donc dedans, Rousseau va théoriser l'état de nature. Donc c'est une expérience de pensée. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un homme qui vit en dehors de toute société. Selon Rousseau, cet homme serait seul et autonome, avec bonheur et bienveillance. Il est soumis au principe de compassion, où en fait, la compassion, c'est ressentir ce que l'autre ressent, comme tous les autres primates. On peut s'intéresser notamment avec l'exemple de Coco le gorille. Je vous laisse faire des recherches sur internet sur ceci, si vous voulez. Il va également être soumis au principe de pitié, où il va protéger dès qu'il entend le cri d'un bébé, par exemple. D'après Rousseau, on est doté d'une conscience morale naturelle. Cependant, cette conscience est altérée car nous vivons en société, dans un état social et de propriété. L'amour-propre, les intérêts personnels et l'égoïsme biaisent la nature humaine. La nature humaine tend à corrompre la société, alors que l'altruisme est rare dans la société qui cultive l'égoïsme. Donc l'état de nature n'est pas une morale universelle. Ensuite, on a également l'exemple de Durkheim, dans son rapport sur le suicide, où il découvre qu'en fait, les suicides sont saisonniers. Ils sont plus fréquents en hiver déjà, et les hommes se suicident davantage le lundi, à la reprise du travail, et les femmes plutôt le mercredi quand les enfants sont gardés. Il y a donc un emploi du temps, il y a donc moins de morts le week-end. Cette répartition reflète un emploi du temps social, et cela nous montre que même les actes les plus personnels sont socialement déterminés. Donc ensuite on a également l'exemple du surhomme. Donc pour Nietzsche, parce que l'idée du surhomme est inventée par Nietzsche, toutes valeurs doivent amener un peuple vers sa prospérité. Un peuple qui ne maîtrise pas ses valeurs morales est décadent. Le surhomme a cependant été utilisé par les nazis, les Allemands. Alors que Nietzsche ne les voyait pas comme un être supérieur, il pensait seulement que c'était un homme qui se perfectionnait. La volonté de puissance que cherche le surhomme est purement amorale, selon Nietzsche. On a également l'exemple de Jiminy Cricket dans Pinocchio. Donc quand on fait le mal, on a de la mauvaise conscience, comme de la culpabilité. Jiminy Cricket, dans Pinocchio, va conseiller Pinocchio, et cependant, il va juger ses choix aussi. En fait, c'est sa mauvaise conscience, en physique. Ensuite, on peut également parler de la liste de Schindler. Donc, même le saint homme est un homme qui fait toujours le bien, cependant, il est habité par une culpabilité morale. Il n'aura jamais de paix, comme dans la liste de Schindler. Cependant, on a également l'opposé, qui est Klaus Barbie, qui a été surnommé le boucher de Lyon,
Il a été torturé par des milliers de personnes, puis il s'est réfugié en Argentine, où il a vécu libre après sa déroute de l'Europe. On retrouve chez Barbie l'absence de culpabilité de ses crimes, malgré l'horreur de ses actions. Cela nous montre qu'il n'y a aucun lien nécessaire entre l'idée de faire le bien et la bonne conscience. La morale serait donc une sorte de torture. On passe à un quiz pour vérifier vos connaissances sur ce cours. Je sais qu'il y en avait pas mal. Allez, c'est parti. Donc, un mensonge à soi-même qui nie notre liberté morale. Et de là, donc là, il y a 2 mots. Bon, j'ai pas mis le tiret, mais voilà. Donc, normalement, vous l'avez. Il s'agissait de la mauvaise foi. Associe chaque citation à son auteur. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps, un seul acte ne fait pas la vertu. L'arbitraire est au moral ce que le poids est au physique. Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle, où l'homme est condamné à être libre. Donc là, on a Sartre, Kant, Aristote et Benjamin Constant. Il y en a un, j'en ai pas parlé, mais on le verra plus tard. Il s'agissait de une seule hirondelle ne fait pas le printemps, un seul acte moral ne fait pas la vertu de Aristote. L'arbitraire est au moral ce que le poids est au physique de Benjamin Constant. Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle de Kant. Et l'homme est condamné à être libre de Sartre. Quand les sens précèdent l'existence, qu'est-ce que c'est? En un mot. Donc là, pareil, je vous laisse réfléchir, et il s'agissait de l'essentialisme. Qu'est-ce que la conscience morale? La faculté de juger nos actions comme bien ou mal, un instinct naturel d'obéissance, une norme imposée par l'État, ou une émotion de culpabilité. Pareil, je vous laisse réfléchir, et je passe à la correction. Il s'agissait de la faculté de juger de nos actions comme bien ou mal. Ensuite, qui affirme que la morale chrétienne s'oppose à nos instincts naturels? Donc là, c'est un auteur très connu. Donc l'auteur très connu était Nietzsche. Maintenant, on classe les 2 visions de surhomme entre Nietzsche et les nazis. Donc c'est soit un être supérieur, amener son peuple vers la prospérité, un homme qui se perfectionne, maîtriser ses valeurs morales, ou avoir une volonté de puissance morale. Donc voici la correction. Donc selon Nietzsche, il faut, pour être un surhomme, amener son peuple vers la prospérité. C'est un homme qui se perfectionne et qui maîtrise ses valeurs morales. Alors que pour les nazis, c'est un être supérieur qui a une volonté de puissance morale. S'il avait une volonté de puissance amorale, peut-être que Nietzsche l'aurait accepté. Voilà, merci de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. C'est le début d'une longue série, il ne nous reste plus que 16 notions. On se retrouve la semaine prochaine pour le bonheur. À la prochaine, à plus.